Alors avant d'attaquer la troisième table ronde, je crois que ça sera un moment de respiration agréable pour chacun. Les organisateurs ont prévu une séquence témoignage en invitant 4 présidents ou vice-présidents de régions littorales particulièrement actives en matière d'énergie marine renouvelable. Alors j'ai l'honneur d'appeler Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, à me rejoindre, Christophe Clergeau, vice-président de la région Pays de la Loire, Pierrick Massiot, président de la région Bretagne, et Nicolas Meyer-Rossignol, président de la région Haute-Normandie, à bien vouloir monter sur l'estrade. Voilà. Donc vous êtes 3. Nous rejoindra donc en cours de cette série de témoignages Laurent Beauvais qui aura un léger retard. Alors vous avez chacun 10 minutes et je vais poser à chacun la même question, ou plutôt chacun va intervenir sur 2 questions. La première question, ce sera les mêmes questions pour chacun d'entre vous. Quelles actions votre région fait-elle en termes d'énergie marine renouvelable? Et puis après, seconde question, je la réserve pour plus tard. Voilà. Qui veut commencer? Je ne sais pas. Donc bien. Vous représentez la région. Alors, je suis Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne. Et donc, évidemment, les énergies marines renouvelables dans notre région font partie... Vous avez 5 minutes pour cette première question. Pardon? 5 minutes, monsieur le président. Oui, d'accord. Donc, les régions sont diverses, les énergies marines aussi, et la Bretagne a ses singularités. Parmi ces singularités, si l'on compare, par exemple, au Pays de Loire et à la Basse-Normandie, nous avons, nous, en Bretagne, une production endogène électrique extrêmement faible, puisque en 2004, nous étions à 5% de notre consommation produite dans la région. Nous sommes maintenant à 12%, mais nous sommes encore donc à un niveau très bas. Il faut donc effectivement travailler à une production en Bretagne de façon à éviter le clash énergétique. Pour cela, nous avons 2 objectifs. Tout d'abord, un objectif énergétique lui-même, donc c'est le pacte électrique breton, que mon prédécesseur Jean-Yves Le Drian a fait voter par l'Assemblée il y a déjà quelques années, et qui repose sur 3 piliers, rapidement. Tout d'abord, économie d'énergie. Deuxièmement, production d'énergie renouvelable. Troisièmement, production d'une centrale permettant d'assumer les pointes, lorsque nous avons l'hiver, par exemple. Donc, énergie renouvelable, deuxième de ces piliers du pacte électrique breton. Et le deuxième objectif de cette politique, c'est un objectif économique, naturellement, parce que nous entendons faire naître une filière avec de la valeur et également des emplois. Donc, en 2014, nous avons défini une feuille de route 2015-2025. Cette feuille de route comporte 3 priorités. Tout d'abord, une priorité affirmée à l'éolien flottant, car nous avons fait des investigations au large du littoral breton, qui est le littoral le plus vaste de toutes les régions françaises. Cette investigation nous a permis de constater qu'en éolien flottant, il y avait un potentiel hors contrainte de l'ordre de 57 gigawatts, ce qui correspond à pratiquement la moitié du potentiel éolien flottant français. Dans un premier temps, naturellement, nous n'en sommes pas là, puisque l'éolien flottant est une technologie qui est en train de devenir mature, mais qui ne l'est pas encore tout à fait. Pour cela, nous allons développer une ferme pilote avec DCNS et Alstom, dont vous savez qu'ils viennent de signer une co-entreprise avec General Electric sur justement les énergies marines renouvelables. Et nous allons travailler sur cette ferme pilote au large de Groix, qui devrait nous permettre, à horizon 2025, à peu près 2020-2025, de développer l'équivalent de 3 gigawatts de puissance, c'est ce qui correspond à peu près à la puissance développée par 2 centrales nucléaires standards. Donc ça, c'est la première priorité, éolien flottant. Deuxième priorité, valoriser la filière industrielle existante ou à venir. Dans cette filière industrielle, on retrouve un certain nombre d'acteurs de ce que sera plus tard l'ensemble de cette filière énergie marine, c'est-à-dire des industries mécaniques, de la maintenance en mer, de la construction et réparation navale. Ce sont les mêmes techniques finalement pour l'assemblage, les matériaux composites,
la région Pays de Loire est riche dans ce domaine, et il y a aussi en Bretagne quelques entreprises telles que Coriolis par exemple ou Multiplast qui sont très actives dans ce domaine. Bref, deuxième priorité, valoriser la filière existante. Et pour cela d'ailleurs, nous installons sur le port de Brest toute une activité actuellement de création de ce qu'on appelle le polder sur 50 hectares, pris donc en grande partie sur la rade de Brest, et qui vont permettre de se consacrer justement à l'accueil de cette filière industrielle que nous entendons créer. Et enfin, troisième priorité, là c'est une spécificité un peu liée à la Bretagne, c'est le développement de solutions énergétiques pour les territoires non interconnectés. Et là nous pensons notamment aux îles. Il y a aujourd'hui en France, en Bretagne, mais aussi plus tard dans le monde entier, un certain nombre de territoires, notamment des îles, qui ne peuvent pas être raccordés à des réseaux métropolitains, si on peut dire, et qui ont besoin de trouver des solutions pour eux-mêmes. Et donc l'idée, eh bien, c'est d'essayer, à partir de ce que nous allons faire, notamment comme expérience avec une hydrolienne dans le Fromveur, par exemple, de raccorder Ouessant. Ceci va être fait dans l'année 2015, et ce sera la première fois qu'un territoire comme les îles est raccordé à une hydrolienne avec production d'énergie. Donc voilà, pour aller vite, les principaux objectifs de la politique de la région Bretagne en matière d'énergie marine renouvelable. Merci, Monsieur le Président. Alors, deuxième question, je vous la pose tout de suite, comme je la poserai à chacun de vos collègues. Quelle collaboration vous avez avec d'autres régions? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui se fait en synergie par rapport aux régions périphériques, ou chaque région travaille un peu dans son coin? Comment ça se passe? Bon, alors ne nous cachons pas les choses, nous sommes concurrents. Aujourd'hui, tel que les choses se développent, nous sommes en concurrence. Ce qui fait que le magnifique programme dont nous avions parlé ensemble, d'ailleurs nous étions les mêmes, à Cherbourg, à Tétis l'an dernier, ce magnifique programme aujourd'hui n'est pas totalement réalisé. Il nous faut progresser, parce que même si nous sommes en concurrence, il faut aussi que nous soyons capables, à côté de ce qui se passe dans d'autres pays, de mutualiser suffisamment les forces dont nous disposons chacun d'entre nous pour être en capacité ensemble d'aller conquérir aussi des marchés ailleurs. Nous avons aussi ensemble un combat à mener avec l'État. Parce que s'il est un domaine dans lequel les lourdeurs administratives sont redoutables et nous font perdre énormément de temps, quand on le compare notamment ce temps à ce qu'il faut en Allemagne, ce qu'il faut en Écosse, pour développer les mêmes technologies, songez qu'il y a quelques semaines, l'Allemagne annonçait le lancement d'un très grand programme de l'ordre de 20 gigawatts d'éolien en mer, dont ils espéraient la mise en service en 2020. En ce qui nous concerne, le programme de Saint-Brieuc, par exemple, 500 mégawatts au large de Saint-Brieuc, éolien posé. L'idée a démarré en 2007-2008. La mise en service est espérée en 2020. 13 à 14 années pour obtenir ce résultat. C'est beaucoup trop long. Il faut impérativement que l'État nous entende. Hier, Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de la simplification, était à Rennes. Nous avons, pour l'organisation de la conférence de modernisation publique, nous avons pu parler de ce sujet. Il en a bien conscience. Des idées arrivent. Qu'est-ce qui se profilerait à l'horizon? Pardon? Qu'est-ce qui se profilerait à l'horizon pour comprimer ces délais? Par exemple, le permis unique, au lieu d'avoir 5 dossiers à remplir pour 5 ministères différents, qui à chaque fois demandent 3, 4, 5 mois pour instruire leur partie du dossier, que le permis soit unique et instruit dans le même laps de temps par tous les ministères, par exemple. Mais il y a sans doute d'autres démarches qui peuvent être entreprises. Mais en tout cas, je pense que plus nous serons ensemble à faire pression pour que cette simplification intervienne, plus, je crois, nous obtiendrons rapidement satisfaction, ce qui est indispensable si nous ne voulons pas perdre de temps par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole après. Peut-être laisser M. Beauvais le temps de s'installer. Monsieur Beauvais, Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie. Donc, première question, comme à chacun de vos collègues. Quelles actions votre région fait-elle en faveur des EMR, des énergies marines renouvelables? Oui, en 2 secondes, beaucoup. 5 minutes. On a, depuis plusieurs années déjà, mis en mouvement ce territoire pour un objet précis, qui est un champ éolien offshore à Courseulles, qui est de 500, la même puissance que celui de Saint-Brieuc. Et agissant ainsi, on a mobilisé 2 outils particuliers, l'un au travers
un syndicat portuaire d'aménagement, notamment sur Cherbourg, en investissant près de 100 millions d'euros sur le port de Cherbourg pour préparer les installations industrielles en allongeant un quai et en lançant là, ces jours-ci des travaux d'un terre-plein nouveau sur le port. Même chose à Ouistreham, puisque c'est Ouistreham qui verra la base de maintenance. Donc un syndicat mixte qui gère les deux ports de Caen-Ouistreham avec le département de la Manche et celui du Calvados a agi depuis plusieurs années pour préparer le terrain au sens propre comme au sens figuré. Ça a été la première action que nous avons lancée il y a 3 ans déjà pour accompagner les problématiques industrielles. La seconde a été dans le même temps de créer une agence qui rassemble les collectivités et qui soit un interlocuteur unique pour les industriels et qui traite aussi de problèmes importants en matière de filière industrielle et de développement économique, à savoir les questions de formation, évidemment, pour accompagner les investissements, et deuxièmement, les sujets relatifs à l'innovation et à la recherche, pour là aussi répondre ponctuellement à des compétences nécessaires et envisager d'ailleurs des approches qui dépassent largement le cadre régional. On en reparlera. Donc ces deux outils, l'un Port Normand Associé, l'autre Ouest Normandie Énergie Marine, ONEM, qui est là aujourd'hui, sont des outils, les deux sont là d'ailleurs, le directeur de PNA sera là demain, sont des outils qui ont été mis en avant pour accompagner ce lent mouvement que Pierrick développait, puisque c'est vrai que depuis plusieurs années au moins sur l'offshore posé, on a un peu... On est sur le pied de guerre, on est en attente d'évolutions fortes. Voilà ce qui a été pour nous en matière très opérationnelle et sur un mode très coopératif entre toutes les collectivités, la ville de Cherbourg notamment, sur l'agence et au premier rang avec nous. Au plan stratégique, évidemment, l'éolien posé a été notre premier domaine d'investigation. Le second concerne l'hydrolien, puisqu'on a le rat Blanchard qui s'offre à nous. Les appels à manifestation d'intérêt ont été lancés et préparés par l'agence ONEM depuis 2 ans. Les résultats ont été connus. Donc du coup, maintenant, nous accompagnons les perspectives de développement hydrolien par cet aménagement sur la zone portuaire de Cherbourg, évidemment, et par aussi ces travaux en matière de formation et d'innovation en direction des porteurs de projets qui ont été retenus par le gouvernement et l'ADEME, et donc d'aller dans cette direction-là. Ce sont les 2 domaines sur lesquels la stratégie Bas-Normande, alors est-elle en compétition ou pas? Alors, c'est la deuxième question. Quelle collaboration avec les autres régions? Mais il n'empêche qu'il y a derrière des compétitions à travers les groupements industriels. Parce que c'est au travers des groupements industriels que les problématiques territoriales se posent en fait, et dans l'attribution des champs qu'ils ont demain sur l'hydrolien, évidemment, les capacités qu'ils auront à passer des fermes pilotes à des fermes commerciales, car c'est ça dont il s'agit. Voilà, et puis je voulais rajouter, je vais vite, hein, mais bon, ce que disait Pierrick sur la mobilisation concernant les problématiques de l'État, il a tout à fait raison. Nous en avions parlé à Cherbourg l'an dernier. J'ai eu l'occasion de voir Emmanuel Macron vendredi sur pas mal de sujets. Sur celui-ci, à la suite de contacts avec quelques industriels qui sont peut-être représentés ici dans cette salle, qui remontent à quelques jours, il y a 2-3 messages qu'il faut faire passer effectivement, y compris des messages relatifs à des textes et un décret qui n'est pas sorti encore sur les problématiques de recours sur les champs offshore, qui sont des problématiques extrêmement importantes concernant le raccourcissement des délais de recours, fondamentales, et qui, je pense, en Bretagne comme chez nous, sont très importants dans le compte à rebours qui est parti pour cette perspective 2019-2020, effectivement. Et je pense qu'en Haute-Normandie, c'est pareil, hein, de développement des installations proprement dites. Donc c'est un point sur lequel je pense qu'effectivement la mobilisation des collectivités, notamment des régions, est extrêmement important et qu'il ne faut pas qu'on rate les occasions, Thierry Mandon, Emmanuel Macron, d'autres, pour... je crois qu'il y a un rendez-vous entre Emmanuel Macron et le SER dans quelques jours. J'ai appris cela. Et donc l'occasion est bonne. Je me trompe ou pas, non? Hein? Vous n'êtes pas au courant? Ah. Est-ce que... Je tiens l'information d'un industriel, donc excusez-moi. Mais bon, voilà. Je crois que c'est quelque chose qui est dans l'environnement général des projets, sur toutes les régions,
extrêmement important et il y a des attentes qui sont formulées. Et est-ce qu'entre présidents de région, vous concertez justement pour présenter un front commun ou une doléance commune, si vous voulez, au niveau de l'État face à ces obstacles que vous soulevez tous ensemble? Moi, j'ai deux circonstances particulières. C'est qu'avec la région Pays de la Loire, n'est-ce pas, Christophe, il y a déjà quelques années, on a passé des accords pour, dans un accompagnement d'un industriel, montrer qu'il y avait des complémentarités entre la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. Elles se sont avérées depuis, d'ailleurs, et les schémas se construisent. Et puis avec Nicolas, nous, on est dans une action qui est un peu différente, c'est qu'on va fusionner. Et que donc, fusionnant, on ne cesse de travailler sur ces questions pour que demain, la Normandie... dans un rapport équivalent à la Bretagne et au Pays de la Loire, si je puis m'exprimer ainsi, puisse développer, car Nicolas prendra la parole, on va avoir 3 champs sur notre territoire à partir du 1er janvier 2016, plus l'hydrolien sur Cherbourg, ça fait beaucoup de matière. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, entre la Basse et la Haute-Normandie, on n'est même plus dans un rapport de coopération, on est dans un rapport de fusion. Et je pense que cette coopération entre la Normandie demain et la Bretagne et les Pays de la Loire ne pourra que se développer. On a intérêt, finalement, à travailler ensemble à cette échelle et à l'échelle européenne, car une dernière chose, je ne veux pas trop prendre la parole, dans l'action que nous avons menée, et on s'est souvent retrouvés d'ailleurs à l'étranger, on a beaucoup travaillé dans des représentations extérieures, au Danemark, en Irlande, au Canada, en Écosse, j'en oublie peut-être encore, depuis 4 ans. Et je crois que ça a été aussi très important dans la crédibilité des territoires à définir des stratégies. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu lent. Monsieur le Président, donc on va passer à la Haute-Normandie, donc Nicolas Mayer-Rassignol. Donc bon, première question, on respecte l'ordre. Quelles actions votre région, à tendance fusionnelle, donc, a déjà entrepris avant? Écoutez, je vais plutôt essayer de compléter le propos de Laurent Beauvais parce qu'il serait absurde de faire une présentation de la Haute-Normandie indépendamment de la Basse-Normandie alors que nous sommes depuis maintenant plus d'1 an en train de préparer la fusion de nos 2 collectivités. Donc d'abord dire quand même que notre territoire normand globalement, et peut-être effectivement un petit peu plus la Haute que la Basse, est un territoire très industriel. Pierrick Massiot parlait de la production énergétique en Bretagne. Là, pour le coup, la Haute-Normandie, et la Normandie dans son ensemble, évidemment, je pense au Cotentin par exemple, était, comme tout le monde le sait, une région où l'industrie est très présente et où l'industrie de production d'énergie est très présente. Deuxième élément, l'élément portuaire. Alors, ce n'est pas spécifique à la Normandie, mais quand même, la Normandie présente plusieurs ports de grande importance. Les ports bas-normands ont été cités. Je rajouterai les ports de la vallée de la Seine, bien entendu, avec Le Havre en premier lieu. On pourrait parler de Dieppe, de Fécamp, etc. Donc, ce sont 2 éléments qui nous ont incités depuis le départ, exactement comme l'a dit Laurent Beauvais, à se pencher sur ce sujet, cet enjeu industriel. Je le dis souvent comme ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on crée une nouvelle filière industrielle en France. En général, on entend plutôt le contraire. Là, on est en train de créer une nouvelle filière. Quand je dis on, c'est pas nous, c'est d'abord les entreprises. Et ça représente des investissements de plusieurs milliards d'euros. Donc la responsabilité des élus locaux, c'est de faire en sorte que, pour prendre une formule typiquement normande, que la pluie tombe chez nous. Qu'on puisse avoir le maximum de retombées positives sur notre territoire. D'abord en termes d'emploi, je dirais plus au-delà de l'emploi, en termes de durabilité des emplois, parce que c'est bien de faire des usines, mais ce qui est important, c'est que d'abord on puisse les charger, et puis que tous les aspects sur la durée puissent être pris en compte, de façon à ce qu'on n'ait pas juste un pic d'emploi et d'activité, mais quelque chose de durable. Et puis, comme l'a dit Laurent et comme l'a dit Pierrick, la formation. Alors je vous passe les détails, mais il y a des réseaux de lycées, il y a des chantiers écoles, on travaille avec les industriels pour que les jeunes et les moins jeunes, formation initiale ou formation continue, puissent se former sur un même site. Et puis bien sûr, j'insiste beaucoup là-dessus, la mise à niveau des PME. Parce que pour prendre l'exemple de mon territoire, nous avons beaucoup de petites entreprises qui étaient... par exemple, sous-traitantes dans l'automobile, l'aéronautique, la mécanique, la métallurgie, l'électricité, le nucléaire. Bon, et pour diversifier leur portefeuille client, pour passer à un niveau requis par les grands donneurs d'ordre dans le domaine de l'éolien, il faut qu'elles se mettent à un certain niveau. Donc là, elles ont besoin de soutien, financier ou pas que financier d'ailleurs, ça peut être de l'ordre du conseil ou de l'accompagnement. Et c'est le rôle des collectivités d'impulser. Bref, de créer un écosystème global. Et cet écosystème, on souhaite le faire à l'échelle, évidemment, normande. Si je prends la Normandie, maintenant, vous avez donc les 3 parcs qui ont été cités, Fécamp, le Tréport, Courseulles, plus l'hydrolien. Les 3 parcs offshore posés, ça fait 1,5 gigawatt à peu près, plus l'hydrolien. Vous avez une base pour à la fois l'interne et l'export, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque, évidemment, le port du Havre ou le port de Cherbourg sont
en prise assez naturelle avec le Royaume-Uni en particulier. On a déjà d'ailleurs des collaborations avec certaines régions anglaises, je pense à l'East Anglia par exemple. On a une structuration qu'on souhaite faire à l'échelle normande. Alors Laurent a rappelé le rôle absolument exemplaire de l'ONEM qui est fait en Basse-Normandie. En Haute-Normandie, nous avons CVO, nous avons des structures qui sont appelées à se rassembler. Et on souhaite faire, je peux le dire, c'est pas tellement un scoop, on souhaite pouvoir avoir un comité de pilotage dans le cadre de notre processus institutionnel de fusion qui comprend toute une série d'actions et de politiques. On souhaite avoir un comité de pilotage qui se réunira dans les prochaines semaines ou les prochains mois, si je dis pas de bêtises, à l'échelle normande, qui envisagera, comme on le fait depuis maintenant plusieurs années dans nos deux régions, en fait, les différents aspects, l'industrie, le portuaire, les investissements portuaires, les investissements industriels, où on en est, la formation, travailler avec le rectorat, travailler avec les structures d'éducation et de formation initiale ou continue, et puis la recherche et l'appui également aux PME. Voilà, avec aussi un programme commun, mais Laurent y a fait déjà allusion, d'action collective à l'international. On était ensemble sur le salon WEA, par exemple, à Copenhague cette année, il y a 1 an ou 2 à Francfort, on était à Barcelone, enfin voilà. Alors, on essaie de porter une collaboration et un partenariat parce qu'il n'y a plus qu'une seule région en réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager justement pour qu'au-delà de la seule région Normandie, il puisse y avoir peut-être des actions, des points de convergence, des collaborations, en d'autres termes, avec les 2 autres régions? Je crois vraiment le premier point, c'est ce qui a déjà été dit, je ne vais pas répéter, mais l'aspect, allez, appelons un chat, lobbying sur un certain nombre d'exigences réglementaires et de simplification. C'est ce qu'a dit Pierrick, je pense que Christophe ne me contredira pas, tout le monde est d'accord là-dessus. On souhaite pouvoir aller dans le respect des lois, bien entendu, plus vite et plus simple. Parce que quand on regarde les délais, Pierrick donnait l'exemple en Bretagne, mais je crois qu'on peut tous donner des exemples du même type dans nos territoires, c'est juste trop long. C'est juste trop long et trop compliqué. Voilà, c'est pas la peine de faire de grandes phrases. C'est trop long et trop compliqué. Et donc trop coûteux pour tout le monde, à vrai dire. Parce qu'y compris coûteux d'un point de vue politique aussi pour les élus. Parce que porter des projets comme ça, on se heurte à un certain nombre de résistances et de questionnements, pour partie très compréhensibles, de différents groupes qui défendent légitimement chacun leurs intérêts. Et donc pouvoir porter un projet dans la durée, c'est quand même plus dur quand c'est plus long. Donc si on peut le simplifier, c'est un premier élément. Ensuite, moi, je crois beaucoup à l'aspect recherche. Je voudrais insister là-dessus, qui est une forme, je dirais pas de concurrence, mais peut-être de compétition ou d'émulation sur le plan économique entre les PME, par exemple. Bon, ça, on peut l'imaginer entre les différents territoires. Mais sur l'aspect recherche, coopération de recherche, surtout que, Laurent l'a dit, il y a un certain nombre de technologies qui ne sont pas forcément totalement matures à aujourd'hui. On ne sait pas, après tout, quelles seront les technologies les plus rentables et les plus à la mode dans 20 ans. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse prolonger nos coopérations qui existent déjà à la faveur des chercheurs eux-mêmes, dans un esprit de coopération interrégionale sur les aspects recherche fondamentale et appliquée, université et entreprise. Ça, je crois que c'est vraiment... C'est-à-dire en termes d'investissement, en termes de... Quel aiguillon pour activer la recherche? De grands réseaux de coopération de recherche sur ces aspects-là. Je sais que les chercheurs en Basse-Normandie, en Haute-Normandie coopèrent déjà beaucoup là-dessus, mais il y a aussi d'autres coopérations qui existent. Il y a des centres de recherche bien connus ici, Christophe en parlera mieux que moi, je ne vais pas lui prendre la parole là-dessus bien sûr, mais c'est exemplaire. Donc on sera nettement plus fort, surtout dans ce domaine-là, si on coopère d'autant plus. Aussi pour attirer des chercheurs étrangers, il faut le dire aussi. La France est certainement la meilleure nation du monde, mais enfin, il y a quand même d'autres pays qui sont tout à fait excellents et plus avancés que nous. Nous, on n'a pas une éolienne dans l'eau quand même, et qui se développent depuis longtemps sur ces technologies, y compris en matière de recherche. Donc, si on peut, non pas aller leur piquer leurs meilleurs éléments, mais enfin les inviter à venir collaborer avec les savoir-faire français, je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc, je voudrais insister sur la dimension recherche. Merci beaucoup. Alors, Christophe Clergeau, nous avions avec nous le président Oxiette qui nous accueillait ce matin. Donc, vous êtes vice-président de la région Pays de la Loire. Merci de nous accueillir. Donc, même question, quelles actions votre région fait-elle en faveur des EMR? Et puis, qu'est-ce qu'on peut imaginer après en termes de synergie, de développement? Alors, je vais prolonger en essayant de ne pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. Mais avec 4 bonnes nouvelles et 2 alertes. Première bonne nouvelle, c'est que les parcs qui sont lancés vont bien et que les processus se déroulent dans un vrai consensus, et y compris avec le monde de la pêche en Pays de la Loire, et l'adhésion des pêcheurs. Gérard Romiti est là. Et l'adhésion des pêcheurs est effectivement une condition absolue de la poursuite de ce développement des énergies marines renouvelables. Et ici, on a choisi d'ailleurs de ne pas
proposer de nouvelles zones propices sur l'éolien fixe, parce qu'on souhaitait avoir un retour d'expérience des parcs et maintenir ce consensus pour l'avenir. Mais donc ça avance et ça avance bien. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, la filière industrielle, elle est là, en Pays de la Loire. L'usine Alstom, elle a ouvert. On a, sur le chantier naval STX, une nouvelle usine en construction pour la fabrication en série des sous-stations électriques et des fondations. Chez DCNS, la fabrication des modules pour l'énergie thermique des mers s'est lancée. Et chez les Rohains, comme Relix des Fontaines en Vendée, fournisseur de roulement depuis très longtemps, la production est aujourd'hui en pleine activité. Donc la réalité industrielle, elle est aujourd'hui totalement d'actualité. Et dans la courbe de croissance, on est à un horizon de 1000 emplois de production à 3 ans et 1000 emplois de conception, je vais y revenir, recherche, développement, chercheurs publics et privés à 3 ans. Donc cette réalité concrète, elle est très importante pour les habitants de la région. C'est des emplois et c'est ça aussi qui fait la poursuite du consensus sur le territoire. Alors par contre, l'alerte, et je reviens sur des points qui ont été évoqués depuis le début de l'après-midi, l'alerte, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle en France sur les énergies marines renouvelables. Et moi, j'en appelle à ce que cette filière soit copilotée par le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Énergie. Ce n'est pas qu'un sujet d'énergie. On a les mêmes enjeux énergétiques que nos collègues et on participe de la mobilisation française pour la COP21. Mais si on veut réellement structurer et faire gagner cette filière industrielle, il faut pouvoir se mobiliser sur la baisse des coûts, ça a été montré très bien sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut prendre en compte une courbe d'apprentissage française. Si on nous applique pour le prochain tarif de rachat d'électricité le prix moyen européen, ça veut dire qu'on aura renoncé à une industrie française en s'alignant sur ce qu'est l'avance des pays nordiques. Et si on continue à penser uniquement en termes de maturité technologique au lieu de penser en termes de maturité industrielle, on fera une deuxième erreur. Le sujet n'est plus de savoir quelle est la technologie mature technologiquement, c'est de savoir quels sont les marchés derrière les différentes technologies. L'hydrolien n'a pas le même marché, il est plus petit, mais il est très important que l'éolien fixe ou flottant. Donc c'est en fonction de ces marchés qu'il faut se situer, et il y a trop d'acteurs industriels en Europe sur les différentes technologies d'énergie marine renouvelable. On le sait tous, et personne ne veut en parler. Donc il faudra que le gouvernement prenne aussi ses responsabilités. Nous, chacun, dans nos régions, on essaie à notre mesure de les prendre. Alors, troisième bonne nouvelle, c'est que c'est du concret pour les PME. On va en avoir des exemples pendant le salon Tétis. On a passé du temps et de la salive à organiser l'engueulade entre les grands donneurs d'ordre, les entreprises de rang 1 et les PME ici en Pays de la Loire. 1 an et demi d'apprentissage pour prendre le chemin du co-développement et abandonner le chemin des co-skillers. Aujourd'hui, l'industrie, les donneurs d'ordre sont au rendez-vous des PME. Les premiers marchés sont pris par les PME, ça a été annoncé hier. Premier marché Alstom, pris par des entreprises de Neopolia, et le gros travail qui a été fait par Areva, maintenant Adven, dans la mobilisation du tissu des entreprises de la région. Donc ça, c'est extrêmement important. Je prends un autre exemple, Sabella, projet breton, qui implique des PME en Pays de la Loire. Sur chaque hydrolienne Sabella, plus de 200 tonnes de lest d'un fondeur des Pays de la Loire qui n'avait jamais imaginé il y a 5 ans qui viendrait sur les énergies marines renouvelables. Ça, c'est très concret. Le fondeur est là, je crois qu'on va l'entendre tout à l'heure. et dernière bonne nouvelle, c'est que, et je reprends ce que disait Nicolas, la recherche va de l'avant. On vient de lancer cet après-midi le West Atlantic Marine Energy Center, le WIMEC. Il y aura EMEC en Écosse, il y aura WIMEC à Nantes-Saint-Nazaire, avec un objectif de passer de 100 à 300 chercheurs publics mobilisés à temps plein sur les EMR en 5 ans, 35 millions d'euros d'investissements nouveaux sur le centre d'essai SEMREV pour en faire le centre d'essai multitechnologie français, et un objectif de 50 millions de projets de recherche collaborative avec les industriels dont nous avons déjà partagé la feuille de route. Et donc cette visibilité recherche-enseignement supérieur, elle est absolument indispensable. Et puis ma deuxième alerte, c'est la même que celle de mes collègues, et ça fera peut-être la transition sur les coopérations interrégionales. Alors s'il y a bien un sujet sur lequel on est tous sur la même longueur d'onde, et avec les industriels et avec le CER, je ne reprends pas ce qu'a dit Jean-Louis Ball en introduction, c'est la simplification et la sécurisation des procédures pour aller plus vite dans de meilleures conditions, et que ce soit sur les conditions de création des parcs, ou que ce soit aussi sur les tarifs de rachat des parcs de production, des fermes pilotes,
Laurent Michel, moi, la première fois que j'ai entendu dire qu'il y aurait des tarifs de rachat sur les fermes pilotes, très important, mais aussi sur les sites d'essai. Si on veut que fermes pilotes et sites d'essai jouent le rôle de dérisquage et de progrès dans la compétitivité industrielle, dans l'installation et le cycle de vie, il faut qu'il y ait des tarifs de rachat pour accélérer cet apprentissage collectif. Et il faut que ce soit décidé maintenant, avant l'été, y compris pour les sites d'essai. Alors la coopération entre les régions, en 2 mots. Moi, je ne sais pas si d'un côté ou de l'autre de la Vilaine, on est plus ou moins optimiste. Moi, je pense qu'on a été très concurrents et qu'on est en train de sortir de cette phase-là. Et pour une raison simple, c'est que les industriels ont fait leur choix et qu'une bonne partie de la chaîne de valeur est structurée et que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la chaîne de valeur. Et on aura besoin de tous les ports de la Manche et de la façade atlantique, de tous les bassins d'emploi, de tous les tissus de PME pour faire réussir cette filière si le marché est au rendez-vous et si les volumes sont au rendez-vous. Je prends l'exemple, tu as évoqué les travaux sur le port de Brest. Le port de Nantes-Saint-Nazaire n'a pas les surfaces qui lui permettent de chercher à monopoliser les activités. Ça n'aurait aucun sens. Il faut que dans les semaines et les mois qui viennent, on s'attache à répartir les activités sur les 2 ports. STX a déjà prévu d'avoir une usine jumelle sur le port de Brest par rapport à celle de Saint-Nazaire, si STX a les jaquettes de Saint-Brieuc et, je l'espère, de Vieux-Noirmoutier. Donc on est déjà dans cette voie-là. Coopération aussi sur les sites d'essai. La région Pays de la Loire soutient le projet de ferme pilote de Groix pour l'éolien flottant. Et moi, je suis très content que la région Bretagne soutienne la région Pays de la Loire sur les aménagements et l'affirmation du rôle de site d'essai complémentaire de SEMREV sur Guérande. Et je crois qu'en mer, on n'a pas encore trouvé la frontière entre les 2 régions et que la ferme pilote de Groix et le site d'essai de SEMREV seront à des courtes distances pour des navigateurs ou pour des pêcheurs l'un de l'autre. Et puis, le dernier point de coopération, il y a une coopération institutionnelle. Ça fait maintenant 1 an que les collaborateurs des 5 régions de la façade atlantique, dont l'Aquitaine, se retrouvent régulièrement. On évoque la création d'un groupe permanent au sein de l'ARF pour mieux encore structurer cette coordination. Ça va se faire ou c'est un... Ça nous d'en décider collectivement, on est en train d'y travailler. Et puis on s'engage sur des programmes Interreg communs. Il y en a au moins 3 que j'ai en tête. Le programme Clipper, qui sera un programme sur l'ensemble de l'Europe, sur les industries maritimes, dont la région Pays de la Loire sera pilote. Le programme Atlantic Power Cluster 2, sur la façade atlantique, sur les EMR, dont la Bretagne était un des animateurs très forts avec le Pays Basque, qui doit avoir une suite. Et il y a un programme sur l'Europe du Nord-Ouest, notamment la mer du Nord, que Schleswig-Holstein pilote, région partenaire de la région Pays de la Loire, et où la région Pays de la Loire sera embarquée. On a la chance d'être à la limite du Nord-Ouest pour faire l'interface avec les travaux de la façade atlantique. Et donc aujourd'hui, au-delà de la compétition passée, je crois que les régions, notamment de l'Ouest Atlantique, sont en train, par leur travail de dialogue et d'accompagnement des industriels, de donner naissance à cette filière industrielle. La politique industrielle qui manque peut-être de manière plus claire au niveau de l'État, nous la structurons finalement, peut-être par essai-erreur, et peut-être avec des hauts et des bas, mais on est en train de la structurer. L'accord des CNS Alstom sur l'éolien flottant, c'est un accord qu'on va devoir accompagner ensemble, et accompagner ensemble sur nos 2 territoires, derrière aussi l'industrialisation. Donc je crois qu'on est en très très net progrès et qu'au bout de 3 ans d'efforts, l'ouest de la France, autour de ces 4 régions notamment, est, avec l'Écosse et le nord de l'Allemagne, un des 3 grands centres européens concrets, réels, de cette grande filière, cette nouvelle filière industrielle que tu évoquais, des énergies marines renouvelables. Et c'est une fierté, une force pour nos territoires et des perspectives d'emploi pour nos habitants. Merci. Merci à tous les 4 pour votre engagement, pour votre respect scrupuleux du temps, si bien que nous avons même 2 ou 3 minutes encore. Donc si l'un ou l'autre d'entre vous, ou si chacun en concert souhaitait rebondir sur un propos, un aspect qui aurait été évoqué par l'un de vous 4, avec grand plaisir. Juste un point sur la coopération. Il existe quand même 2 organisations, dont une a mis du temps à éclore, c'est France Énergie Marine, la FEM, avec le CGI notamment. Monsieur Schweitzer, on a eu quelques discussions très vives il y a quelques semaines de cela, mais apparemment des réunions récentes ont eu lieu hier notamment sur France Énergie Marine, et nous avons aujourd'hui bon espoir de voir France Énergie Marine remplir le rôle qui lui était assigné, c'est-à-dire un rôle fédérateur sur l'ensemble des régions de la façade atlantique, Manche,
mer du Nord, de façon et Méditerranée également, puisque PACA désormais en fait partie aussi. Et la deuxième organisation qui demande aussi à ce qu'on renforce la coopération en son sein, mais là c'est par rapport au niveau européen, c'est la CRPM, la Conférence régionale périphérique, des régions périphériques maritimes, qui a une antenne, je dirais, dédiée aux énergies précisément. Et je crois que là on a tout un travail à faire par rapport à Bruxelles, par rapport à un certain nombre de textes que nous devons essayer d'analyser et de faire progresser la filière en France dans ce domaine-là. Donc à la fois sur le plan français, FEM, et à la fois sur le plan européen, CRPM. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons vraiment vous remercier de nous avoir honorés de votre présence et bravo également pour l'engagement de chacune de vos 4 régions et des perspectives que ce dialogue aussi a pu générer. Je crois que nous pouvons chaleureusement vous remercier en vous applaudissant.